bien, bonsoir Maïlis, bonsoir Karine, et merci d'intervenir dans le cadre du salon d'expression populaire de critique sociale qui se tient d'habitude à Arras en présence, mais cette année évidemment c'est un peu particulier. Et merci aussi d'accepter que cette intervention soit filmée et retransmise dans la région d'Arras, à Arras et dans la région d'Arras. Alors pourquoi a-t-on réuni Maïlis et Karine? C'est assez simple, c'est au moment de la sortie de ton livre, Karine, immédiatement nous avons pensé au tien, Maïlis, puisque vous êtes allé dans 2 villes minières au nord, des villes qui a priori ne sont pas particulièrement propices au tourisme, surtout Nord-Bisque. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez eu l'idée, qu'est-ce qui vous a mené justement dans ces 2 villes? Moi, ce qui m'a mené là-bas, c'est une sollicitation, une demande qui émanait du centre historique minier de Douai, et puis de leur volonté de créer une espèce de programme qui s'appelait Mineurs du Monde, et qui consistait à proposer à des auteurs de partir sur des sites miniers et de documenter des pratiques que l'on pouvait observer dans des villes minières. Et moi, j'étais très, très tentée de faire ça. Ça m'intéressait beaucoup. Depuis longtemps, j'en parle un peu dans Kiruna. Il y a cette espèce d'intérêt, enfin, je ne dis pas d'obsession, mais quand même cette espèce de questionnement du sol, de la géologie, de ce qu'il y a un peu sous nos pieds, en tout cas sous la surface visible. Et l'idée d'une mine, ça a excité quand même un imaginaire aussi de l'enfouissement, du trésor, etc. Et j'ai décidé d'aller à Kiruna parce que c'est la ville la plus septentrionale de Suède, et c'est aussi l'endroit où Kiruna est née, et c'est une ville qui est née d'une mine, en fait, qui est aujourd'hui la plus grande mine de fer au monde. Et toi, Karine? Moi, ils sont Paulsen, en fait, donc ils sont spécialisés dans le Grand Nord, en fait. 2 éditrices qui m'ont proposé, elles m'ont proposé comme ça, ça dirait d'aller dans la ville la plus pourrie du monde. Alors, je suis touché, je suis extrêmement touché. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit Norilsk, j'ai jamais entendu parler. Donc c'est une ville de Sibérie du centre, enfin Sibérie du Nord, on va dire. Donc c'est la ville la plus au nord du monde, de plus de 1000 habitants, donc 300 km au-dessus du cercle polaire. L'ancien goulag, c'est autant de pollution. Là, c'est pas le fer, c'est le nickel. Et cette ville pollue à elle seule autant que la France. Donc espérance de vie 55 ans. Enfin, il y avait tout pour ne pas y aller, en fait. Et comme j'ai fait un petit éloge de l'excès, ça allait très bien. Elle dit, toi, tu vas toujours dans les trucs où il fait chaud, tout ça. Je dis, bah oui, c'est tropique, c'est sympa, quoi. Elle dit, bah, tu vas aller là-bas. Je dis, bah oui. Moins 60 quand même. Bah, moins 60 l'hiver. Oui, puis il fait nuit, jour, 2 mois. Enfin bon, c'est à peu près un cauchemar, en fait. Et donc, bah, du coup, ça donne envie d'y aller parce que j'ai jamais mis les pieds en Russie. La Sibérie, ça fait longtemps ça fait un peu rêver aussi. Puis il y a toute la littérature russe. Enfin, et voilà, je pensais que les Russes étaient la bonne population pour subir ce type de climat et de contexte politique, etc. Et je me suis pas trompé. Alors, évidemment, il y a des points communs entre les 2 villes, puisque la mine, en fait, rythme la vie à la fois à Kiruna et à Norilsk. La culture, les bâtiments, etc., sont gérés la plupart du temps par ces 2 monstres industriels. Et par contre, il y a une différence fondamentale qui m'a évidemment sauté aux yeux, c'est que à Kiruna, on arrive à l'aéroport et une fois les formalités douanières faites, on est libre. Ce qui n'est pas du tout le cas à Norilsk, puisqu'il faut d'abord un permis, une autorisation spéciale de la police, je ne sais plus comment elle s'appelle. FSB, en fait. Oui, c'est ça, l'ancien KGB. Se rendre là-haut, dans cette ville. Oui, pour rentrer dans la ville, il faut, et d'ailleurs tu pourrais raconter l'anecdote, ça n'a quand même pas été si simple que ça, rentrer dans cette ville avec la bête. Bah, ouais, parce que moi je suis parti avec, parce que je ne veux pas y aller tout seul, moi je m'ennuie tout seul.
Donc, toi, tu es plein de choses, moi je suis plein de rien en fait. Donc, Moi, j'ai tout, mais plein de trucs dans la tête. ouais. Et moi je dis ok, je veux bien aller dans ce ville pourri, mais avec un copain en fait. Quoi. Et j'ai pris mon copain breton le plus taré en fait, quoi, qui est borgne, donc on voit que lui, et puis il fait un bandeau et tout quoi, et qui a le don de tout perdre. Donc il perd ses clés, mais il perd son passeport. Il a perdu 3 fois sur la route, il a perdu ses papiers pour rentrer. Donc déjà on a failli ne pas pouvoir rentrer. Enfin surtout c'est pas parce que les Russes s'ils te chopent en défaut, surtout les Occidentaux, enfin les Russes, le FSB, ils vont se faire un plaisir de tout en tôle, juste pour dire que t'es un espion. Et donc on est arrivé déjà un peu, et puis on était au printemps, il faisait que moins 25, après mais il y a quand même des tempêtes partout. Enfin, qu'on a vu, c'est que des hauts fourneaux qui surgissent comme ça du brouillard, et c'était dément. Et en fait, au bout de 24 heures, on s'est dit qu'on adorait cet endroit en fait, quoi, parce que ça ressemble à rien d'autre. Non, tandis qu'à Kiruna, tu as besoin d'une autorisation. Il faut être signalé à LKAB pour entrer dans la mine, mais la ville qui s'est construite, qui est complètement corrélée, siamoise en fait, c'est une mine-ville en fait, Kiruna. Là, tu évolues complètement librement. Mais c'est juste pour rentrer finalement dans vraiment le périmètre minier, c'est-à-dire là où il y a les bâtiments et puis l'endroit où tu descends, quoi, où tu as le puits. Mais tu as eu la chance d'y aller, parce que nous, c'était totalement impossible. Vraiment. Alors, je ne suis pas descendue tout en bas. Non, mais tu as pu Je rentrer. t'explique. Oui, Tu as pu rentrer quand même sur oui, le site minier. Nous, oui, il y a des gardes. J'avais pris un peu mes dispositions avant, je m'étais signalée, donc en fait, on est rentré. Alors, assez cornaqué quand même par les gens de la sécurité. Tu étais aussi avec Lars qui était avec la Lars. communication. Oui, c'était ça. Lui, donc c'est lui-même qui faisait un peu le filtre, un peu. Hein, et donc j'ai vu ce qu'il m'a montré, lui étant en charge de la communication de LKAB. Après, voilà, tu peux aussi voir plein de choses qu'on ne te montre pas, ou laisser traîner tes yeux ailleurs. Et puis après, il y a eu un moment où j'ai pas pu descendre en dessous d'un certain seuil, c'est des endroits extrêmement sécurisés, et un peu comme des espèces de bunkers, un peu comme des espèces de forteresses. Hein. C'est extrêmement important cet aspect-là. Tu rentres, tu passes une frontière en fait. Hein. Tu avais ton casque? Ouais, j'ai eu un casque à moi, mais tu passes une frontière, tu montes ton passeport, tu fais voir tes papiers. Enfin, il y a vraiment cette idée que tu passes dans un autre monde. Il y a une découpe qui est très franche. C'est pas du tout fluide avec la vie. Tu rentres, tu passes une frontière et tu bascules sur le périmètre de la mine en fait. C'est marrant. C'est étonnant. Alors, une autre différence entre les deux villes, c'est qu'à Kiruna, les jeunes Suédois, beaucoup de jeunes Suédois, ont très envie d'aller dans cette ville travailler à la mine. Pas seulement les métiers physiques, il y a aussi des métiers tels que celui dont on parlait, de Lars, qui est diplômé et qui aurait pu rester à Stockholm et qui a préféré aller à la mine. À la différence de Nordisk, où les jeunes aimeraient bien en partir de cette ville, mais que la plupart du temps ne peuvent pas le faire, sauf ceux qui ont la chance de pouvoir aller faire des études à Saint-Pétersbourg, par exemple. Mais sinon, ils sont d'une certaine manière assignés dans cette ville. Tu en as rencontré quasiment tous. En fait, c'est la géographie qui les isole. Hein. Il n'y a rien à 1000 km à la ronde. Donc, en fait, il n'y a pas de train, il n'y a pas de route. C'est une péninsule de glace. Donc, en fait, le seul moyen d'y aller, c'est par avion. Et quand l'avion marche selon les tempêtes, etc. Et en fait, souvent, les gens, ils sont nés là-bas et ils meurent là-bas. En fait. Oui, c'est ce système des goulags où, en fait, tu n'avais pas vraiment besoin de construire forcément des palissades, des murs. Il suffisait de déposer, de rassembler les gens au centre d'un endroit glacial hostile, et puis à 1000 km de tout, et puis ah oui, c'est ça. Vous voulez échappez-vous. C'est les renards et les loups qui bien sûr. C'est un peu le principe. Et donc, vous avez bien sûr rencontré
pas mal de gens, surtout toi, Karine, apparemment, avec les fêtes du samedi soir. Et j'aimerais bien que vous me parliez un peu justement de ces gens que vous avez rencontrés, et particulièrement des femmes, parce que dans Kiruna, on voit bien, il y a au moins 2 femmes que tu as rencontrées qui sont qui travaillent actuellement à la mine, sans parler des camionneuses. Moi, j'ai bien aimé ton passage sur les camionneuses. Et par contre, toi, Carrie, il y a beaucoup de femmes dans l'aide, mais très peu à la mine. Ou alors des métiers que peut-être tu n'as pas des femmes que tu n'as pas rencontrées. Celles que j'ai rencontrées, c'était des femmes de mineurs. C'est en ça. fait, hein. Certaines travaillaient un petit peu, mais pas à la mine. En fait, vraiment. C'est vraiment très très masculin. Mais alors, je pense que la mine de Suède doit être un peu plus civilisée que la russe. C'est pas la même mine, hein, parce qu'en fait, si les gens ont envie notamment d'aller travailler à Kiruna, donc en fait, Kiruna, la société LKAB, qui est une société aussi avec un capital de l'État suédois très, très important, et majoritaire, je crois, c'est une espèce de consortium, c'est-à-dire que tout appartient à la ville, une grande partie des maisons, l'éducation, c'est-à-dire que là, c'est comme un espèce de système, je pense, assez oppressant. Mais le truc assez étonnant, c'est que quand il y a eu un espèce de sondage qui a été fait parmi les jeunes diplômés suédois, une grande partie ont dit qu'ils avaient envie d'aller travailler là parce que les salaires sont très hauts. Les salaires sont très hauts, tu as une grande protection sociale, etc. Et puis, tu es pris en charge, c'est-à-dire que tu as un appartement, tu peux avoir même un petit je sais pas, cabanon pour aller te pêcher, etc. C'est-à-dire que, et ça, c'est aussi assez pervers, c'est-à-dire que tu rentres complètement dans un système, en fait. Et tu n'en sors pas tellement. Après, au fond, ceux qui travaillent au fond, c'est quand même plutôt des hommes, et là, il y a un turnover assez important. On parle des tonnes de langues, mais plusieurs langues, mais c'est quand même un monde qui a été... ce qui est très intéressant, c'est que ce site de Kiruna, il a été à un moment donné dirigé par un homme qui était... un idéaliste romantique avec des idées justement sur le fait que la ville de Kiruna devait être une espèce de cité modèle et une cité ouvrière modèle, minière modèle avec justement des maisons confortables, des bibliothèques, etc. Et ça, c'est une ville qui est passée par ce chemin-là. Et c'est pas du tout, parce que avant que lui arrive, c'était peut-être plutôt... les débuts de Kiruna, c'est probablement très proche de la mine mutuelle, c'est-à-dire dantesque en fait, hein, et très dangereux pour les femmes, d'après ce que j'ai eu comme document. C'est vraiment les male-dominated society, où être une femme dans ces coins-là, c'était quand même assez risqué. Il y en avait très peu, et puis peu à peu, elles sont venues d'abord avec les hommes qui travaillaient pour que les hommes viennent. Il fallait qu'il y ait les femmes pour faire qu'ils restent. Et puis après, voilà, il y a eu, à un moment, je parle de la lente conquête du sous-sol par les femmes, c'est-à-dire le fait qu'elles n'avaient pas le droit d'aller au fond, et peu à peu, elles ont été au fond. Alors, d'abord, elles étaient camionneuses, justement, elles pouvaient conduire, et puis maintenant, elles travaillent. Des trucs énormes, hein, c'était énorme. Mais c'est pas du tout, effectivement, la même mine que North Seal, qui, à mon avis, est comme une proto-Kiruna en termes de violence, d'endroits très durs, assez dantesques. Là, tout est aussi, c'est ça le côté un peu pervers, très étouffé. Tu vois, il y a pas, les conflits sociaux sont très 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 vite. Et il y en a eu. Il y en a eu, bien sûr. Ouais, il y en a eu un qui a été très important quand même. C'est des drôles de coins. Oui, c'est pas vraiment le paradis non plus. Hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais par exemple, il y a beaucoup de Russes qui viennent à Kiruna, et ils sont clairement là parce que la paye est bonne, parce qu'il y a des bons salaires. Des Russes, et puis aussi des Polonais, en fait des gens qui viennent de pays d'Europe où la culture minière était déjà importante. Et alors parlez-nous un peu de cette petite Alice. Ah oui, et en fait
là-bas, j'ai rencontré des femmes dont l'une, Alice, est une géologue. Et c'est vrai qu'il y a une utilisation de la géologie qui est assez intéressante. C'est-à-dire que pour conduire le filon, c'est exactement ce que j'avais vu à Douai. Les géologues, voilà, il y a des carottages, on regarde un petit peu la composition des sols, la vie du sol, sa pression, etc. Et c'est vrai qu'elle faisait ce boulot. Et en fait, c'est étonnant, c'est une fille qui fait partie plutôt des migrants intra-européens, c'est-à-dire c'est une diplômée de l'école des mines de Nancy, donc une fille qui a une formation scientifique, qui trouve un stage dans le Norrbotten, endroit où beaucoup de mines, et en fait, elle reste là-bas et elle fait sa vie là-bas, en fait. Elle rencontre un homme là-bas, elle s'installe, enfin, c'est parti, elle va faire sa vie là-bas et où elle voulait pas travailler au fond, comme elle dit, elle voulait pas bosser au fond. Donc là, quand je l'avais rencontrée, elle bossait dans un open pit, dans une autre petite mine derrière celle de Kiruna, où elle avait vraiment une tâche de géologue qui sont quand même des professions scientifiques où on n'est pas comme un ouvrier au fond non plus. Enfin, ouais, Ce qui est amusant, c'est qu'elle est originaire de la Beauce. Exactement. Ça, La c'est Beauce, assez drôle. le bassin parisien, exactement. Ouais. Et il y en a une autre aussi qui est rigolote, Inge Marie. Oui, alors elle, c'est la première femme qui a été mineure avec un E, quoi. Évidemment, on a dénié aux femmes la possibilité d'être mineures, voilà, qu'elles avaient effectivement pas les capacités physiques. D'abord, le fond de la mine était considéré comme un endroit dangereux pour les femmes sur le plan de leur propre sécurité. Hein. C'était quand même ça qui était dit, un endroit plus sauvage, en fait, plus violent, etc. Et puis elle, voilà, elle a été la première à descendre et c'est devenu un peu là-bas une figure. Mais la figure féminine qui m'a le plus marquée là-bas, c'était cette femme qui a été cantinière lors de la construction de la ligne Kiruna-Narvik, donc la Malbanenstrasse, enfin le grand rail qui était vraiment censé désenclaver ces terres du Nord. Et elle, c'est une femme assez mythique, assez mystérieuse. Il y a quelques photos d'elle et puis il y a surtout cette espèce de légende, on l'appelait l'ours noir, et elle vivait seule avec des hommes dans des cabanes. Elle leur faisait à manger. Et en fait, il y a toute une espèce de mythe autour de cette femme qui était à la fois la tendresse et en même temps la rudesse. Enfin, c'était un personnage qui est devenu comme un personnage de conte, en fait, hein, assez mythique. Voilà. Et les femmes que tu as rencontrées, qui sont des femmes de mineurs, elles avaient quand même des professions. Elles ont quand même des professions. Bah, en fait, souvent, ils se marient, comme ils meurent vite, ils se marient tôt, et ils font des enfants très tôt. Et quasiment toutes, elles avaient des enfants, en fait, mais à 22 ans, genre 2 enfants. Donc souvent, elles ne travaillaient pas. L'occupation était toute trouvée. Ouais. Souvent, c'est des petits jobs dans les restaurants, des choses comme ça, en fait. Il y en a une, me semble-t-il, qui est graphiste. Alors, moi, j'ai tout mélangé dans mon livre, hein, entre ceux que j'ai rencontrés. Oui, non, mais quand même, il n'y en a pas une qui est graphiste. Ouais, qui est graphiste avec lui, elle et son copain, en fait. C'est un peu mes préférés. On a senti. Touché, peut-être. Et alors, c'est quoi le graphiste dans un bled En fait, ils sont pas, lui, en fait, tu peux être photographe, cinéaste, mais tu peux pas travailler. C'est ça. Parce que t'as pas c'est 150 000 habitants, et puis c'est fini. Donc, tu peux pas travailler avec ton art, en fait, que tu sois musicien, enfin, tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient poètes, musiciens, photographes, ils avaient tous, une passion, mais qui était juste un hobby, parce que, faute de débouchés. Et donc, en fait, ils font des études à côté, donc ils bossaient à la mine, ils faisaient de la photo pour le plaisir, et des études de graphisme pour essayer d'arrêter de bosser à la mine, en fait. Alors, ou trouver un boulot comme graphiste à Norilsk, mais bon. Ah oui, toute ma question. Mais il y a par exemple, il n'y a pas une radio. Si, il y a une radio, mais c'est la radio de la mine, en fait. Ah oui, d'accord. Tout c'est un système ouais, aussi. Tout appartient à la mine. 90% de la ville appartient à la mine, en fait. Ouais.
il y a le théâtre qui appartient à la mine, enfin, il y a un cinéma pas souvent qui appartient à la mine, il y a une boîte de nuit une fois par mois qui appartient à la mine. Et sauf quelques petits bars, enfin, il y a Et une ville quelques de lieux. 150 000 habitants. Mm. Ouais, c'est énorme parce que Kiruna, il y a 20 000 habitants. Hein. C'est beaucoup plus petit. Une autre particularité des deux villes, c'est qu'elles sont toutes les deux vouées à destruction. Alors, dans le cas de Kiruna, c'est extraordinaire. Pas pour les mêmes raisons. Non. Mais Kiruna, ça serait intéressant que tu expliques. Kiruna, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire que, justement, comme je n'ai pas pu aller tout en bas, je me suis dit, je vais bien regarder la surface pour essayer d'imaginer. Et en fait, c'est une ville qui se translate. Donc, quand j'y étais, moi, c'était en 2015, à la fin de l'année. Elle était en train, le processus de son déménagement, de sa translation avait commencé. Donc, il faut imaginer une ville ancienne, puisque justement, avec cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu quand même des quartiers qui ont été construits avec ces maisons mineurs assez belles, etc. L'église, voilà, et c'est quand même une ville où vivent les gens. Elle va être translatée sur 2 ou 3 kilomètres parce que la mine étant exploitée depuis 1880 vraiment, et puis avec une exploitation de plus en plus accélérée, en fait, évidemment, il y a un conduit entre, je crois que c'est un des plus grands réseaux d'ailleurs de routes souterrains, plus les conduits, les galeries, enfin voilà, plus cette idée qu'il faut aller chercher toujours plus profond. Donc le filon, il est énorme, c'est vraiment une richesse étonnante. Enfin, c'est en termes de c'est la richesse de la Suède un peu ce qu'il y a là hein, quand même. Mais donc en suivant justement, en exploitant ce filon, la ville s'affaisse sur un sol qui se fend, qui se fracture. Et on voit d'ailleurs quand on se promène sur les trottoirs, enfin tu vois, on voit des fissures, des failles, des effondrements. Il y a des quartiers qui se sont effondrés. Enfin, faut imaginer des rues totalement affaissées, les maisons brisées. Donc la mine détruit la ville. Et donc LKAB finance. Il faut voir que c'est financer le déménagement entier de la ville avec l'idée quand même qu'on va prendre des bâtiments historiques comme l'église de Kiruna, qui est vraiment un joyau, qui est vraiment une très belle église ancienne, etc. Enfin, ancienne. Même si c'est début 19e, elle est vraiment magnifique. Début 20e, elle est vraiment magnifique. En tout cas, tout ça est déplacé pierre à pierre. C'est-à-dire que la ville, vraiment, on la prend et on la déplace on upgrade un peu le tout pour faire passer un peu la tristesse des gens quand même qui est d'abandonner parfois des maisons où ils ont leurs souvenirs, leur vie, leur quartier, etc. C'est effarant. Et en fait, la LKAB est donc prêt à financer ce déménagement, sachant que dans 20 ans, il faudra recommencer, parce qu'en fait, les galeries vont de nouveau, cette espèce de réseau souterrain, de conduits, aussi des espèces de chambres, de routes, de tunnels, etc., mine complètement le sol, et ça va arriver. On sait aussi que dans une vingtaine d'années, la nouvelle ville, Kiruna 2, va être menacée à son tour. Mais bon, ce minerai est tellement, voilà, et c'est une source de revenus, une richesse tellement énorme qu'on préfère construire une autre ville, déplacer une ville, déplacer aussi ce qui sont un peu les bâtiments de référence, etc., que de fermer la mine, par exemple, en décidant que voilà, c'est fini, que là maintenant c'est dangereux, parce qu'en plus il y a quand même toute la question de la sécurité sous terre, en fait. Hein, donc parce que tout ça est assez opaque aussi. Et donc je disais que Nordisk, elle aussi, finalement, vouée à une destruction, pas pour les mêmes raisons, enfin peut-être aussi que la mine la fragilise, mais surtout par manque d'entretien, pour des bâtiments qui sont de toute façon déjà à l'origine pas très bien construits, avec des matériaux douteux.
Et certains d'ailleurs commencent à s'effondrer. Ouais, il y a du Kostinka. Enfin, il y a plein de. C'est vraiment à la russe, hein, donc c'est fait n'importe comment. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, c'est eux, encore aujourd'hui, là, ils m'envoient toujours des blagues. Dès qu'il y a un truc qui tient pas le coup, le produit est russe. Donc, et c'est pour ça que tous les mesures économiques contre les Russes qu'on prend parce qu'ils ont la Crimée, etc. En fait, c'est une catastrophe, mais surtout pour eux, parce qu'avant ils avaient au moins des pommes qui étaient bonnes, qui venaient de Pologne, qui venaient de France. Là, ils ont les pommes russes. Et tous les Russes savent qu'une pomme russe, perdant sur tout elle le est truc. pourrie, quoi. Il y a des vers, et puis alors, l'État russe, on a mais tellement rien à cirer. Mais là, des c'est gens- le non-entretien et la vétusté des bâtiments qui font qu'elle va se Et c'est sur le détruire. permafrost, donc, Ah ouais, qui est déjà mouvant, et comme avec le réchauffement, ça bouge de plus en plus. Donc, alors, t'en as qui s'écroulent. Alors, il y en a certains qui sont interdits d'y aller, en Ouais. fait, quand même. Et puis d'autres, ils tiennent vaille que vaille, en fait, quoi. Mais c'est dangereux. Bah, en Enfin, tout cas, pour les gens qui bossent dedans. en tout cas, les gens, on Les allait, en fait. Qui habitent quand- même. Les mineurs qui Ah ouais, bossent qui et habitent les là. mineurs En fait, qui habitent. c'est comme des cités toutes pourries, toutes moches, à part la rue où les oligarques passent, là, qui est un peu à Saint-Pétersbourg. Alors que là, il y a des beaux bâtiments qui sont repeints. Les autres, c'est vraiment des bâtiments, mais Sarcelles, c'est Disneyland, en fait, à côté, quoi. Et quand tu rentres là-dedans, quand tu montes au 15e étage, quand tu prends l'ascenseur, t'es pas sûr d'arriver au 15e et t'as surtout pas envie d'être coincé. Et bon, personne ne va te déloger de là, hein. Enfin, c'est à la russe, ça, rien à cirer, quoi. Donc, mais c'est ce qui fait son charme aussi, hein. C'est tout pété, tout pété, et tout tient au fait que, si demain la ville, enfin, la mine n'est plus assez rentable, eh le Norilsk Nickel s'en va, et les gens, ils se démerdent. C'est 150 000 personnes, Mmh. quand même. Et ouais, mais ils s'en fichent complètement. Enfin, vraiment, Ouais. ils s'en fichent complètement. Puis, Vraiment. Mais ils le savent, les Russes, donc c'est ça qui est. Ils sont pas dupes du tout, ni de Poutine, ni de l'oligarque, ni de quoi que ce soit, mais en fait, bon, comme ils ont pas trop le choix, et puis ils ont toujours ce truc où, s'il faut y aller, c'est nous qui allons y aller, quoi. Tchernobyl, on demande aux pompiers qui veut aller, et les mecs, mais sans masque, j'y vais, je suis russe. Tu vas mourir. Je suis russe, donc c'est pareil avec les nazis. Ils offrent la poitrine, les filles veulent y aller. Enfin, il y a une âme russe, que j'ai retrouvée, j'ai l'impression de dire des récits d'il y a un siècle ou deux, enfin, et cet esprit de sacrifice, tout en sachant exactement qu'on se moque d'eux, enfin, que l'État se fiche d'eux, mais, être un vrai homme, c'est ça aussi, quoi. Et les femmes, elles suivent parce que, elles sont russes. On arrive à la fin de cet entretien et je voudrais quand même pas qu'on reste sur des choses pas très agréables, voire négatives. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup plus ému même dans vos deux livres, c'est l'empathie que vous avez pour ces gens que vous avez rencontrés. Une scène qui m'a beaucoup plu, c'est la scène où tu expliques qu'on est à la cantine de l'entreprise et on voit ces hommes qui sont là. Il faut imaginer, évidemment, les mecs qui sont, c'est pas des grands galères, ils ont, voilà. Et alors, ils sont à la fois sans défense, complètement détendus, et ils mangent. Et ils mangent, on entend le bruit, tu dis très bien ça, on entend le bruit de leur, et la satisfaction qu'ils ont à se reconstituer. C'est une scène, je trouve, mais c'était extraordinaire. assez impressionnant, ces scènes, ces endroits où mangeaient les mineurs. Parce que c'est le réconfort. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'était aussi que ça a une histoire. Parce qu'en fait, les gens sont venus aussi pour ça. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, qu'aujourd'hui, c'est cette mine qui serait un peu comme une vitrine d'une espèce de système suédois, etc. Mais en fait, il y a les premiers temps de la mine, il y avait cette espèce de cantine où venaient les hommes, et il faut voir les conditions de travail étaient juste. Enfin, le front, on avait vraiment l'impression qu'il travaillait à main nue. Dans les masures, vraiment les photos que moi j'ai pu voir, c'est vraiment des masures de planches. Enfin, c'est pas évidemment aucun confort, une grande pauvreté, le froid, etc. Et en fait, on a l'impression que c'est toujours dans cette espèce de ville
qui s'effondre, où tout ce qu'il y a de conflictuel est quand même opacifié par aussi des consultations, on a l'impression qu'on demande énormément aux gens ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas du tout le cas en Sibérie. Mais là, les gens étaient beaucoup interrogés sur cette nouvelle ville, etc., de manière à toujours les associer le plus possible à quelque chose qui est en fait quand même l'intérêt de LKAB et qui n'est pas forcément le leur au départ. J'avais vraiment ce lieu m'avait beaucoup marqué, et d'ailleurs le fait qu'ils enlevaient pas leurs vêtements de boulot, quoi. C'est comme elles étaient avec leur veste, ils mangeaient là, quoi. Ça m'avait marqué. Et alors le pendant, si j'ose dire, c'est les samedis soirs. Et les vendredis. Les vendredis. Ça commence le vendredi. Et alors j'ai trouvé aussi que là aussi, c'était une manière pour eux de se reconstituer. C'est-à-dire que ces gens étaient là et ils boivent. Ils boivent beaucoup. Ils s'engueulent beaucoup, voire ils se castagnent même. Mais c'est presque un jeu. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ça pour retourner lundi matin à la nuit. Et je trouve que là aussi, ça m'a... Ton regard sur ces gens est tellement... oui, empathie, tu ressens une telle sympathie même pour eux qu'on ne peut être que favorable à ce genre de... Même si on dit, bon, ben, ils se bourrent, ils sont, etc. Mais bon. Oui, mais en tant que breton, déjà, évidemment, eux, ils se saoulent que 2 soirs par semaine. Il y Soit dans le Finistère, 2 soirs, c'est tout. Il n'y a pas le droit les 2 soirs. Bon. Non, mais là, ils travaillent toute la semaine, en fait, et on dit, mais pourquoi on ne vous voit pas de la semaine? Ils disent, non, on travaille, en fait. Si on commence à faire la fête en semaine, et le lendemain, c'est dangereux, bien en sûr. fait, quoi. Donc, et puis, ils boivent que de la bière. Je croyais que vous alliez boire de la vodka. C'est maintenant, la vodka, c'est trop, vu l'espérance de vie, la pollution, etc. Si on se met à boire la vodka, on va à 30 ans. C'est 30 ans, oui, c'est ça. Et donc, le samedi soir, le vendredi soir, d'abord, c'est le grand lâchage du samedi soir. Mais le vendredi soir, on retrouve ça un peu chez les Anglais aussi, hein. On va au pub le vendredi soir. Tout le monde va au pub. Bon, là, c'est au bar, au bar qu'on a la chance de trouver, quoi. Et où ils étaient trop mignons, c'est que comme notre guide, on va dire, avait dit, ah bah tiens, je suis avec 2 Français, donc ils n'ont jamais vu d'étrangers de leur vie. C'est une ville fermée, hein, donc jamais vu d'étrangers. Donc, déjà, 2 étrangers viennent dans notre bar, bon, déjà, 2 Français, encore le vieux truc de la cour du tsar, des choses comme ça. Ouais, puis Napoléon. Oui, carrément. Et en plus, avec une autochtone, en fait, quoi. Et donc, comme ils savaient que c'était français, c'était un bar à bière, en fait. Il y avait tout, hein. Il y avait le heureusement. Enfin, pour nous. Et il y avait une petite ardoise, et c'était marqué vive la bière, vive la France. En français. Ils avaient, juste pour les accueillir, en fait, quoi. Et quand on est arrivé, il y avait 50 mecs, comme ça, et filles, hein, qui nous regardaient. Et puis, ils nous ont dit, est-ce que vous êtes des espions? On nous dit, est-ce que vous êtes des alcooliques qui battaient votre femme? Et puis, et c'est parti. Et j'ai passé, je suis passé qu'une semaine là-bas, mais une semaine dans les bras des Russes. You my friend. Limite, ils ne portaient pas en triomphe en sortant, quoi. Et quand on s'est quittés, on avait tous les larmes aux yeux, même eux. Les Russes, c'est ça. Ils aiment bien pleurer. Ils aiment bien pleurer, ouais. Donc, on a bien chialé. Surtout quand les séparations. Oui, parce qu'en plus là, mais c'était déchirant, parce qu'en se quittant, on savait qu'on allait certainement jamais se revoir. Et ils pouvaient pas partir, et moi, bon, vu que j'allais écrire, j'allais pas pouvoir revenir. Et je peux parler d'un autre livre. Non, mais parce qu'en fait, j'ai lu un livre super de Harry Cruz qui s'appelle Descente à Valdez. Est-ce que tu as lu ce livre? Harry Cruz, c'est assez génial. Et ben voilà. Alors, Descente à Valdez, il est donc à Valdez, donc en Alaska. Il y a la construction de ce pipeline. C'est un reportage, un texte court, 90 pages. C'est génial. Et il y a ces scènes de dancing qui me font penser à ce que tu as pu voir à North-Silk. C'est-à-dire ces moments où, dans ces endroits du bout du monde, alors ça peut être un peu la saillie idéaliste, hein, mais dans ces endroits du bout du monde, vraiment, où il y a une espèce d'abord on est entre la violence, la domination, etc., le climat, la pauvreté. Il y a ces endroits qui sont des lieux
extraordinaires. Des Enfin, parenthèses qui ouais, permettent de... d'humanité. Il y a des sentiments, c'est des endroits assez sentimentaux. Les gens dansent ensemble, etc. Et Harry Cruz, il en parle, c'est magnifique. Ouais. Non, mais lis ça, tu vas adorer. Ah, c'est sûr. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui existe aussi dans les deux cas, c'est Lorraine. Lorraine. Ah, Lorraine. Lorraine. Qui est omniprésent, en fait. Enfin, surtout, évidemment, dans l'aide, mais Un peu Kiruna aussi, puisque ouais. Kiruna est quand même le siège des Samis. Du Parlement des Samis. Le Parlement des Samis est à Kiruna. C'est un animal qu'on ne peut pas ignorer dans un cas comme dans l'autre. Je pense que c'est bien de lui rendre hommage aussi. Bah, le renne, enfin, pour les autochtones, c'est l'animal de la survie, en fait, Oui, c'est ça. qui te donne à manger, qui te donne à chauffer. Tout se recycle dans le renne. Et en tout cas, chez les nénettes de Sibérie, ça vaut plus que les humains. En fait, on peut vivre sans humains, mais on ne peut pas vivre sans renne. Donc, si une femme veut accoucher, il faut qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper des rennes, autrement, elle accouche là. Hein. Enfin, mais ils font du pastoralisme, enfin, ils sont éleveurs de rennes, donc ils bougent. Ouais. Ils bougent. Ouais, parce qu'il fait trop froid, en fait. L'hiver, il fait jusqu'à moins 60. Ouais. Donc voilà, moins 60, c'est... Et puis, le renne ne peut pas se nourrir. Ouais. Ouais. Il y a trop de glace, il n'y a pas de lichen. Puis les humains ne tiennent pas. Bien, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis surtout, j'invite les gens qui nous écoutent à lire Kiruna d'une part et puis l'aide d'autre part. Merci beaucoup.